Et sans tarder, nous donnons la parole à Gérard Berry, donc professeur au Collège de France dans la chaire Algorithmes, machines et langage, et dont le titre est Les langages informatiques de la pensée à l'exécution automatique. Bonjour à tous. Donc, je vais vous parler des langages informatiques, alors qui sont des langages synthétiques, comme je l'ai dit tout à l'heure, donc de la science informatique. Il ne faut pas confondre ni exclure des autres sciences, comme on vient de le voir pour le sanskrit. Donc, je voudrais d'abord rappeler qu'est-ce que c'est un peu que l'informatique, parce qu'on entend des choses bizarres à la radio. Par exemple, en ce moment, le mot informatique a disparu, on dit numérique, le mot programmation a disparu, on dit codage. C'est bien parce que ça permet aux gens de s'entendre sur des mots dont ils ne connaissent absolument pas le sens. Donc, je pense qu'il vaut mieux connaître le sens. Donc, en informatique, il y a nous qui sommes quand même des acteurs importants et qui allons interagir avec des machines. Je ne parlerai pas de ça, qui est un sujet quand même très compliqué. Et il y a quatre piliers, comme on dit. Il y a les données, qui sont fabriquées soit par nous, soit par des machines. Il y a les algorithmes, qui sont des procédés intellectuels de calcul. Ce sont des procédés mentaux. C'est la pensée, les algorithmes. Ça s'écrit avec des langages mathématiques, souvent, mais ce sont des processus de pensée. Il y a les machines. Les machines sont des êtres électroniques d'une stupidité absolument noire. C'est exactement l'opposé de nous. C'est-à-dire, moi, j'expliquais aux enfants, à faire de l'informatique, on va essayer de faire des choses en étant aussi bête qu'une machine. Et ce que me disaient les enfants, c'est trop dur pour nous. C'est très important. Donc, les machines vont extraordinairement vite. Faire une multiplication de 20 chiffres par 20 chiffres pour une machine, ça prend 1 milliardième de seconde. Pour nous, ça prend une vie, si on essaye de le faire sans se tromper. Mais elles ne savent faire que des choses qu'on leur dit, les faire parfaitement, sans jamais d'erreur. Et donc, si on leur dit une bêtise, elles vont faire des erreurs, mais c'est des erreurs humaines. Un bug d'ordinateur n'est jamais une panne de logiciel. Le logiciel n'a pas de panne. C'est les humains qui ont des pannes quand ils l'écrivent. Qu'on sache ça une fois pour toutes. Alors, la chose qui est importante, d'abord, c'est qu'il n'y a pas que nous dans l'informatique. Maintenant, il y a beaucoup plus de machines informatisées que d'hommes sur la Terre. Et ça pose des tas de problèmes, en particulier au langage. Et puis, il y a les programmes. Je n'ai pas parlé des programmes. Les programmes, c'est la chose qui nous fait passer de l'espace de la pensée à l'espace de l'exécution par des machines stupides. Donc, un programme, c'est une écriture compréhensible à la fois par un homme, on espère, et par la machine stupide qui va l'exécuter sans rien comprendre à ce qu'elle fait. Donc, c'est la disparition de la notion de compréhension une fois que le programme est écrit. Alors, une chose à se rappeler en informatique, c'est que c'est très différent des sciences des sciences de la nature, comme la physique ou la biologie, parce que nous, on n'a pas besoin d'étudier une nature pour laquelle on n'a absolument rien choisi. Notre cerveau, on n'a pas choisi du tout, mais nous, on fabrique des objets artificiels. Quand j'étais petit, ça s'appelait des cerveaux électroniques. D'ailleurs, des fois, je vais dans les magasins pour demander qu'est-ce que vous avez comme cerveau électronique disponible. Et on me regarde d'un œil bizarre, mais j'aimais bien le mot cerveau électronique. On a compris que ça n'avait rien à voir avec le cerveau après. Alors, donc, on va parler de ces langages qui sont l'intermédiaire absolu entre les machines et nous. Et puis, le problème, c'est que l'informatique fait des bugs, et sa tendance naturelle, c'est de faire que des bugs. J'ai fait plusieurs cours sur le sujet, et c'est très difficile de faire juste en informatique. Et on peut avoir des bugs dans les machines, c'est extrêmement rare. Dans les données, ça existe. Dans les algorithmes, non, les mathématiques sont puissantes et ne font pas beaucoup de bugs dans les algorithmes, mais dans les programmes, c'est l'horreur. Une bonne démonstration, c'est quand vous téléchargez une nouvelle version de l'application de téléphone portable, à la fin, vous lisez le message, c'est « correction de bugs et amélioration de la stabilité ». La façon pour un informaticien de lire ce message, c'est « ça ne marche toujours pas », il faut être clair. Bien. Alors, on va revenir à la présentation stupide des automates. La programmation, ça a été un peu inventé par Ada Lovelace à la fin du 19e sur l'analyseur logique de Babbage. Il n'y a pas eu beaucoup de femmes en informatique, mais je vais vous parler de deux importantes, Ada Lovelace, mais je n'ai pas le temps d'en parler. Et en fait, c'est Turing qui a fait le vrai boulot en 1936 avec un résultat d'une puissance absolument phénoménale qu'on a mis beaucoup de temps à comprendre. Turing n'est connu depuis 2012 ici. Il a essayé de comprendre des limites du calcul et qu'est-ce qu'on peut calculer ou pas. Et pour ça, il a inventé sa machine, qui est une machine idiote, qui est une machine qui n'est ni pratique ni théorique,
qui est juste idiote. Il a cherché à faire le plus simple. Church, avant lui, il l'avait fait avec un langage qui s'appelle le lambda calcul, qui, lui, n'est pas du tout idiot, qui est la base des langages de programmation modernes. Mais c'est très important de comprendre l'invention de Turing. Donc la machine idiote a une bande avec des caractères dessus, une tête de lecture et un petit moteur. Elle peut faire que 3 opérations, aller pousser la bande à droite, pousser la bande à gauche, ou bien réécrire une valeur, ici 8 sur une case. C'est tout ce qu'elle peut faire. Et qu'est-ce qui commande cette machine? Un câblage. Et ce câblage est défini par un automate à états, c'est-à-dire on a 3 états ici, A, B et C, et puis des règles, comme ce que disait Gérard Huet à l'instant, mais beaucoup plus simple. Si je lis un 3 en état A, je pousse ma bande à droite et je reste dans l'état A, etc. Et puis, voilà, c'est juste une liste finie de règles. Il y a des symboles finis en nombre fini sur la bande. Alors évidemment, les machines peuvent déjà s'arrêter. Par exemple, ici, on atteint un état C qui n'a plus de suite, donc ça s'arrête. En général, non pas souvent, mais on veut que les calculs s'arrêtent. Quand on trie des choses, on veut qu'ils s'arrêtent, mais pas toujours. Quand on fait voler un avion, on n'a pas tellement envie que la machine s'arrête en vol. Ou alors elle peut boucler, par exemple ici, si je suis dans l'état B et que je prends 8, eh bien, je réécris 8, donc je ne change rien, et je reste dans B et je boucle sur place. Il y a plein de façons de boucler. Et le grand résultat de Turing, c'est qu'il n'existe pas d'algorithme, même pour une machine aussi bête que ça. D'abord, cette machine-là est capable de faire tous les calculs connus, en mettant les bonnes tables. Hein. Il suffit d'avoir 2 symboles, d'ailleurs. Elle est capable de faire tous les calculs connus, et en plus, il n'existe pas d'algorithme pour décider si cette machine, à coup sûr, si cette machine s'arrête ou pas. Et donc ça, c'est un résultat absolument foudroyant, dont la preuve est d'une économie de moyens totale, et la preuve repose sur l'invention numéro 1 de l'informatique. Et cette invention, c'est la machine universelle. Donc l'idée, c'est la suivante. Il existe une machine universelle qui permet de simuler toute machine sur toute donnée. Donc vous prenez une machine M, câblée, comme on faisait avant dans les machines électromécaniques ou l'ENIAC, le premier ordinateur était câblé. Donc on avait des fils, on faisait comme ça, pour changer de programme, il fallait changer des fils. Et là, ce que Turing a dit, on peut faire autre chose, on peut fabriquer une seule machine, U, et remplacer le câblage de M par d'autres données qu'on met sur la bande, et qu'on appelle le programme. Et cette machine peut faire ce que fait toute autre machine. Donc la différence entre l'informatique et la physique, elle est majeure, c'est que nous avons une machine complètement universelle, qu'on peut faire de tas de façons différentes. Tout ordinateur que vous avez dans la poche, celui qui a là-dedans, votre téléphone, 1 giga ordinateur, c'est complètement équivalent, ça fait les mêmes choses, chacune d'entre elles est une machine universelle. Ça, c'est tout à fait nouveau, c'est quelque chose que les gens ne comprennent pas forcément pourquoi l'informatique est comme ça, parce qu'elle a inventé la machine universelle à faire ce qu'on sait faire, pas à faire ce qu'on ne sait pas faire. Bon, et donc c'est ce qu'on appelle le programme enregistré. Cette notion n'a pas été acceptée tout de suite. Les premiers ordinateurs construits aux États-Unis, l'ENIAC et tout, étaient câblés, les gens ne croyaient pas à cette notion-là. Et en fait, elle a été mise en place en Angleterre, à Manchester, et voilà Baby, le premier prototype d'ordinateur à mémoire enregistrée, qui a permis de montrer la faisabilité de la chose, mais avec des technologies de l'époque qui étaient terribles, très très compliquées, optique pour la mémoire, s'il n'y a pas rien, et qui a ensuite conduit à la première machine Mark I, qui a été industrialisée par Ferranti en 1949 en Angleterre. Et donc pendant que les autres continuaient à faire des machines câblées. Hein. Et donc ça a été la révolution. Et c'est pour ça que vous pouvez télécharger des nouvelles applications dans vos téléphones, parce qu'il n'y a pas de différence en informatique entre programme et données. Donc c'est quelque chose de très fondamental. Alors si on regarde maintenant comment on parle aux ordinateurs, il y a 2 niveaux de langage qui sont clairs. Le premier, c'est le nôtre. Ici, construire un algorithme pour la fonction factorielle qui dit factoriel de 0 vaut 1 et factoriel de n vaut n fois factoriel n moins 1, hein, fonction qu'on apprend à l'école, et dont l'avantage principal est d'être compréhensible, mais qui sert à énormément de choses en maths, qu'on retrouve partout dans les développements limités, etc. Et puis, vous avez la machine. Alors, les machines électroniques ont-elles des langages parfaitement idiots, stupides, parce qu'elles font très peu de choses. Ça s'écrit, voilà le langage machine de n'importe quel ordinateur, ça s'écrit mettre la valeur 0 dans la mémoire rapide numéro 1, mettre la valeur 1 dans la mémoire rapide numéro 2, tester si la mémoire R1 est égale au contenu de la mémoire D, si oui, elle est à fin. Sinon, additionner 1 à R1, multiplier R2 par R1, et puis aller sauter ici, ce qu'on appelle un langage machine. C'est avec ça qu'on a été obligé de commencer. Moi, j'en ai fait beaucoup quand j'étais petit. Maintenant, on n'en fait plus jamais, sauf quelques personnes dédiées. Pourquoi? Parce qu'il est impossible d'écrire sans se tromper dans ce truc-là. C'est lent, c'est casse-pied, c'est nul. Et donc, au début, les hommes étaient quand même obligés de faire cette traduction à la main,
ce qui a considérablement fait la lenteur du début de l'informatique. Alors donc, qu'est-ce qu'il a fallu faire? Il a fallu abandonner cette méthode et en inventer d'autres, qui sont d'inventer des couches intermédiaires de langage, qu'on appelle des langages de programmation évolués, de haut niveau. Alors, de haut niveau, c'est une phrase extrêmement vague. Il y a des bagarres pour savoir si on est de plus haut niveau que son copain ou pas. Et ensuite, d'inventer des programmes spéciaux qui s'appellent des compilateurs, qui permettent d'automatiser complètement le traitement, donc de rapprocher le niveau de langage des hommes tout en l'éloignant pas des machines. Ces compilateurs sont des objets d'une complexité énorme, parmi les plus compliqués qui aient jamais été faits dans l'humanité. Et on va voir qu'on sait faire beaucoup de mathématiques dessus maintenant aussi. Alors, les premiers langages sont des années 50. Fortran, Formula Translator, qui ressemblait beaucoup au langage machine avec un petit peu de notation mathématique, qui est toujours employé par certains mathématiciens. COBOL, qui était vraiment fait pour la gestion, alors dans lequel Grace Hopper, une des grandes dames de l'informatique, a fait le premier compilateur, a été écrit par Grace Hopper, amiral de l'armée britannique. Ça, c'était des langages, je dirais, qui ressemblaient pas mal au langage machine. Lisp, alors complètement différent, ignorant la machine totalement, introduisant des notions totalement nouvelles par John McCarthy en 1958, fait pour les calculs symboliques et fait pour les calculs, donc pour la naissance de l'intelligence artificielle, du traitement de texte, ces choses-là. Puis Algol, un langage de scientifiques qui se sont réunis pour dire bon, mais tout ça c'est du bricolo, pas Lisp, hein. Ça c'est du bricolo, tout ça c'est du bricolo, on va essayer d'avoir des bases scientifiques, on connaît le lambda calcul, la logique formelle, on sait des tas de choses. Il faut aider les hommes à programmer juste. Hein, comme disait Hoare, il y a deux manières de savoir si un programme a d'écrire des programmes qui sont difficiles. Il y a deux manières d'écrire des programmes. Soit écrire des programmes gros et compliqués tellement qu'on ne peut même pas savoir s'il y a des bugs dedans, soit écrire des programmes petits et élégants tels qu'on voit immédiatement qu'il n'y a pas de bugs dedans. Alors, c'est plus si simple maintenant. Les petits programmes ont disparu. Bon, alors regardons un peu pourquoi il y a déjà plusieurs langages. C'est qu'il y a plusieurs formes de pensée. Je vous montre les deux premières et vous allez voir qu'il y en a des dizaines et des dizaines d'autres qui vont arriver et qui vont conduire à un paysage extrêmement étonnant. Donc voilà la factorielle en C, ça ressemble à du Fortran, hein, en C, qui est un langage extrêmement populaire. La syntaxe de C est assez bizarre. Par exemple, ça veut dire mettre dans R l'ancienne valeur de R multipliée par I. On écrit égal. Un mathématicien n'écrirait jamais égal, parce qu'en mathématiques, égal, ça veut dire égal. D'ailleurs, en Algol, on écrivait 2 points égal. Pourquoi est-ce qu'en C, on écrit égal? Parce que C a été développé sur des machines avec 32 kilo-octets de mémoire, hein, 32 kilo-octets, et qu'à l'époque, il n'y avait pas la place de mettre le 2 points. Hein, c'est ça la vraie raison. Donc les gens se bagarrent là toujours au-dessus, mais c'était vraiment une raison de place. Puis il y a des caractères bizarres. Il se trouve que c'est cette syntaxe qui a gagné, alors que c'est probablement une des pires qui soit, mais c'est comme ça. C'est ce qu'on appelle le style impératif. On donne des ordres à la machine. On lui dit mets R à 1, mets R à R multiplié par I, retourne R, ce qu'on appelle impératif. On donne des ordres à une machine. C'est très effectif. Et puis il y a des boucles, des choses comme ça qui sont très simples. Refais-moi ça tant de fois. I++, ça veut dire I égale I+1, mais ça prend moins de place dans la machine. Ou alors il y a la manière Camel, par exemple, qui est un langage initialement introduit par Robin Milner et Gérard Huet, que vous venez d'entendre. Et Camel, c'est aussi le nom de ma chaire algorithme machine et langage, donc c'est assez rigolo. Et on écrit ça plutôt comme en maths. On écrit définition récursivement factorielle de n, comme si n égale 0, alors 1, sinon n factorielle de n moins 1. Donc on essaie d'écrire des phrases beaucoup plus humaines, en laissant le soin au compilateur de comprendre que c'est peut-être ça qu'il faut faire à la place. Passer de ça à ça, attention, ça n'a rien de simple. Hein. Enfin, dans ce cas-ci, mais en général, si vous essayez de faire Fibonacci comme ça et Fibonacci comme ça, vous allez voir que Fibonacci comme ça, si vous vous y prenez bêtement, ça va coûter super cher, alors que comme ça va coûter rien du tout. Donc il y a des tas de problèmes cachés derrière. Ce qu'on appelle le style fonctionnel. Style impératif et style fonctionnel. Dans un cas, on parle de la machine quand même, et dans l'autre cas, on parle de nous. C'est ça qu'on essaye de dire. C'est jamais aussi tranché que ça. Alors immédiatement, l'appel récursif, ça veut dire que fax se rappelle lui-même. C'est ce qu'on appelle un point fixe en mathématiques, mais là, ce n'est pas seulement un point fixe, c'est qu'il faut savoir calculer le point fixe. Hein. Les machines n'ont pas d'intuition, je vous rappelle.
Alors, ce qui s'est passé tout de suite, c'est que les gens ont commencé à se détester dans ces deux communautés. Ceux-là disaient, mais ça, c'est beaucoup trop compliqué, on n'y comprend rien. Et ceux-là disaient, mais ça, c'est ridiculement bas niveau, on n'y comprend rien. Et la détestation chez les auteurs de langage est quand même absolument fréquente et toujours là, toujours là. Bon, ça, c'est le début, donc on est dans les années 60, là, déjà. Hein. Bon, donc on voit déjà qu'il y a plusieurs styles, mais les syntaxes, on voit déjà que ce n'est pas du tout les syntaxes de langue naturelle, c'est des syntaxes très artificielles, très simples. La syntaxe n'était pas vraiment un problème, sauf que quand même, la syntaxe, on va en reparler parce que ce n'est pas si simple. Alors, c'est quoi les constituants d'un langage? Ce n'est pas juste l'écriture, c'est beaucoup plus. C'est d'abord, qu'est-ce qu'on veut faire? Les domaines d'utilisation. Et on va voir qu'il y a beaucoup de langages dus à beaucoup de domaines d'utilisation. La syntaxe, textuelle ou graphique, on va voir pourquoi graphique, puis le paradigme. Donc on avait paradigme, ça veut dire comment on se débrouille pour s'exprimer. On a vu l'impératif, le fonctionnel, on va voir qu'il y en a d'autres, d'objets, synchrones, parallèles, il y a plein de paradigmes. Et puis la sémantique, alors ça c'est vraiment important, il y a des gens qui l'ignorent et d'autres pas. C'est le sens des programmes. Il y a des langages où les gens écrivent des programmes, puis ils disent pour le sens c'est évident. Alors ça, c'est très très mauvais, ça fait beaucoup de bugs en programmation. Puis il y a des gens qui disent le sens est au centre. Ce n'est pas la syntaxe qui est au centre, c'est le sens. Donc c'est deux communautés qui se regardent en chaîne de faïence. Pas de problème, moi je suis résolument dans celle-là et Gérard Huette aussi. Puis il y a un énorme outillage. Donc vous avez vu le site de Sanskrit de Gérard, ben, c'est un énorme outillage et c'est dur à faire, c'est compliqué. Et tout l'outillage de la programmation est compliqué. Si un langage qui n'a pas d'outillage, il n'existe pas. Et puis, on espère que l'outillage répond à ce que doit faire le langage. Alors ça, c'est malheureusement pas toujours vrai, mais enfin bon, on sait faire, mais il y a des gens qui n'ont pas envie. Et puis, il y a les utilisateurs, ils sont très importants. Un langage sans utilisateurs, ça ne sert à rien. Et très généralement, on est dans un monde polarisé, les utilisateurs se divisent en deux catégories. Pour chaque langage, les adorateurs et les contempteurs. C'est comme ça, il faut s'habituer. Bon, on n'a jamais les deux en même temps. C'est comme en politique. Alors la syntaxe concrète, on a vu ça, la syntaxe concrète, c'est comme on écrit. Il y a la syntaxe concrète, la syntaxe abstraite, c'est la structure mathématique qui est cachée derrière la syntaxe abstraite, dont se sert le compilateur, tous les analyseurs de programmes. Donc ici, on a des styles syntaxe concrète qui sont textuels, mais il y en a d'autres. Par exemple, voici le langage que j'ai beaucoup enseigné ici, enfin, un langage d'une famille que j'ai beaucoup enseigné ici, la famille des langages parallèles synchrones. Et ça, c'est ce langage-là, qui s'appelle SCASE, qui est un langage qu'on a fait dans l'industrie, c'est celui qui est utilisé pour programmer pratiquement tout ce que vous avez dans un Airbus, par exemple, ou dans des trains, ou dans des choses comme ça. Pourquoi? Parce que ça ressemble à des formalismes d'ingénieurs, ce qu'on appelle des blocs diagrammes en théorie du contrôle, etc. C'est très naturel. Alors en fait, maintenant, on sait parfaitement mélanger syntaxe concrète, syntaxe abstraite, parce que les choix des gens dépendent de leur tradition, de leur culture, mais on sait se débrouiller maintenant avec ça. Puis il y a des syntaxes très très jolies, comme celle de Scratch. Si vous voulez apprendre à programmer, ce qui n'est pas apprendre l'informatique, ça n'est qu'un bout, mais il faut savoir programmer, c'est comme calculer n'est pas les mathématiques, mais si on ne sait pas calculer, c'est un peu dur de faire des maths. Vous avez Scratch, qui est un langage fait pour les enfants, qui est très très intéressant, parce qu'il a une syntaxe semi-graphique, c'est des espèces de puzzles d'instructions, et qu'on assemble avec la souris comme ça, donc c'est très naturel pour les enfants, et on peut faire des contes de fées, et surtout c'est un langage parallèle dans lequel on peut faire bouger plein de choses en même temps. C'est un langage qui ressemble tout à fait au mien SRL, on pourrait d'ailleurs l'améliorer quand j'aurai du temps, mais ça a été fait au MIT, et c'est maintenant universel pour l'enseignement aux enfants et aux adultes qui sont encore capables de se transformer en enfants quand il faut. Et puis alors, donc, après ces langages initiaux, voilà, il y a eu une explosion. Je vous en montre un tout petit bout. Il y a des milliers de langages, non, des centaines de langages qui ont été créés, des milliers de dialectes, et on va voir les raisons de ça. Donc ici, j'ai mis des couleurs. Ça, c'est des langages de gens pragmatiques. On reparlera des pragmatiques contre les théoriciens. Les plus théoriciens, c'est les bleus, là. Donc on voit Algol, on voit Fortran, Algol, Lisp ici, qui a donné des tas de choses, dont OCaml. OCaml donc, a été développé d'abord par Robin Milner, qui était un très grand de l'informatique, malheureusement décédé, par Gérard Huette, puis par Xavier Leroy, qui va enseigner, faire sa leçon inaugurale ici le 15 novembre. Venez voir ça, il vous parlera des tas de choses qu'OCaml.
Et puis les langages rouges, ça c'est les nôtres, c'est ceux que j'ai enseignés, les langages parallèles synchrones, ceux qui sont faits pour faire marcher des machines ou des trucs comme ça, et aussi bien d'autres choses, de la musique, de la médecine, bien d'autres choses. Donc vous voyez, c'est un tout petit bout. Hein. Si vous développez ça, vous aurez des milliers de points sur le dessin, donc je ne le fais pas. Et je ne connais pas tout, mais ça continue, ça continue. Il y a des langages modernes partout. J'ai oublié de dire là, dans le précédent, les encadrés, c'est ceux qui sont très très répandus, très très utilisés. Les soulignés, c'est ceux qui sont développés dans l'industrie, etc. quoi. Donc ça continue. Il y a des langages beaucoup plus évolués comme Scala, F#, c'est une version de Camel faite par Microsoft. Swift, c'est un langage fait chez Apple. TensorFlow, Torch, c'est des langages pour l'apprentissage automatique que nous avait montré Yann Lequin et qu'étudie Stéphane Mala ici. Yann Lequin avait la chaire informatique et sciences numériques en 2016 ou 2015, je ne sais plus. Python, JavaScript sont deux langages qui sont devenus extrêmement à la mode. C'est les langages les plus à la mode en ce moment, qui ont des vertus et aussi des défauts. Par exemple, c'est ceux qui rendent faire des bugs le plus facile de l'histoire. On n'a jamais été en possession de langages dans lesquels faire des bugs est aussi facile. C'est assez étonnant. Et il y a des arguments, par exemple, qui disent ce langage est bien parce qu'il est très facile à apprendre. Bon, oui, alors Gilles Kahn, un de nos grands amis, malheureusement décédé aussi, nous disait, vous savez, parmi les objets flottants, parmi les bateaux, il y en a un qui est très facile à apprendre, c'est le pédalo. Il y a juste un problème, c'est qu'en dehors de l'apprendre, on ne peut pas faire grand-chose avec. Hein. Donc, il faut se méfier de cette seule phrase. Et puis, bon, ça continue. Tout ça, ça continue dans tous les sens. J'ai mis que c'est très, très loin d'être fini parce qu'on est très loin d'avoir compris le problème. On ne sait pas ce qui va se passer. Alors, pourquoi est-ce qu'il y a autant de langages? Eh bien, parce que d'abord, il y a beaucoup de domaines d'application. Calcul scientifique, sans S, symbolique, calcul symbolique, donc calculer sur les textes, sur les arbres, sur les graphes, sur les choses comme ça. Interface et interaction humain-machine, ça c'est vraiment très important. Langage de script, comment est-ce qu'on enchaîne des tas de tâches de haut niveau? Alors Perl, c'est un langage de script, Python aussi un peu, pour les mathématiciens par exemple. La fabrication de documents, par exemple le langage TeX, qui est un truc très bizarre, qui est devenu le standard mondial d'écriture de textes mathématiques, informatiques, physiques, enfin dans un peu toutes les sciences, et qui est un prodige fait par un seul homme, Donald Knuth, qui est un génie de l'informatique. J'ai parlé des langages comme STRL, etc., sur les systèmes réactifs, conduire des avions, faire de la musique, etc. Pour les réseaux, on a le parallélisme massif, c'est-à-dire que voilà, au début, les algorithmes, les gens imaginaient que ça ressemblait à un mathématicien avec un seul crayon. C'est-à-dire on fait ça, puis après on fait ça, puis après on fait ça. C'est comme ça qu'on explique encore les algorithmes dans les dictionnaires, séquences d'opérations. Il y a longtemps que c'est plus vrai. Maintenant, on peut mettre des milliers d'ordinateurs à coopérer sur une même tâche. Et là, leçon inaugurale la semaine prochaine, jeudi 18h, de Rachid Garaoui, sur la chaire informatique et sciences numériques, qui vous parlera justement des algorithmes distribués, qui sont d'ailleurs très différents des algorithmes à la Turing. Preuve en mathématiques, ça je vais en parler. Apprentissage automatique, etc. Et puis, bien sûr, il y a les égos des créateurs qui sont extrêmement prononcés. Donc, il y a énormément de domaines. Puis, il y a surtout des équilibres à faire entre des exigences contradictoires par dizaines. J'en mets que quelques-unes ici. Il faut être simple, mais il faut être puissant. Et bien ça ne va pas très facilement ensemble. On fait des progrès. Il faut être très efficace à l'exécution pour que ça aille vite et que ça ne prenne pas beaucoup de place. Et puis en même temps, il faut que ce soit correct. Alors en général, quand on cherche à être efficace, on devient très vite faux. Donc c'est un véritable souci. On sait aussi mieux se débrouiller, mais il a fallu 50 ans de recherche pour faire des choses. Il y a plusieurs styles dans tous les sens. J'ai dit impératif, fonctionnel, objet, parallèle, synchrone, asynchrone, etc. Je vais le dire après. Le typage. Alors le typage, c'est une notion fondamentale scientifique, mathématique. C'est quand on écrit un programme, il y a deux façons de savoir comment il marche. Ou s'il ne marche pas. On le fait tourner, on essaye, on teste. Et puis on voit que ça ne marche pas, ça ne marche pas. Ou alors, on va mathématiquement et automatiquement regarder qu'est-ce que fait ce programme et essayer de trouver, sans l'exécuter, s'il est juste ou faux. Et donc ça, c'est un des grands pans de ce que j'ai enseigné ici sur la vérification de programmes. Comment on gère la mémoire? Il y a 3 méthodes, c'est compliqué. Avant, on ne savait pas gérer automatiquement. Enfin, c'est Lisp qui a introduit ça.
Si on la gère manuellement, on est sûr que c'est faux. Si on la gère automatiquement, on est sûr que c'est cher. C'était ça le choix avant. Bon, on s'améliore maintenant. Est-ce qu'on est séquentiel ou parallèle? Est-ce qu'on est synchrone ou asynchrone? Donc, à l'intérieur d'un avion, on est synchrone. Sur Internet, on est asynchrone. Deux choses complètement différentes qui donnent des langages qui n'ont aucun rapport entre eux. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Alors, si je prends les deux extrêmes, les pragmatiques et les rigoristes, eh ben on va voir que les choix qui sont faits et qui se trouvent dans les langages, puis vous avez tous les choix intermédiaires que vous trouvez aussi. Le pragmatisme, c'est programmer vite. Ça s'appelle quick and dirty. C'est comme ça que sont faites les applis de téléphone. Tout le web est fait comme ça à l'heure actuelle, quasiment. Quick and dirty. Okay, on programme très vite et puis on met en place, et puis si ça ne marche pas, tant pis pour les gens. Si ça marche, puis on corrigera, etc. Rigueur, on prend son temps pour programmer, pour gagner du temps après. Alors ça, c'est quand on programme des avions, l'extrême, évidemment. Mettre au point en testant par itération rapide, ce que les gens appellent la programmation agile aussi. C'est-à-dire que, alors ça peut être très utile, par exemple pour les interfaces homme-machine, c'est très difficile d'intuiter une interface homme-machine avant de l'essayer. Donc il faut essayer, revenir et tout ça. Bon. L'autre, c'est l'inverse, c'est plutôt détecter les bugs avant qu'ils ne soient là et même prouver mathématiquement et automatiquement leur absence. Laisser les bugs libres d'agir. Ça, c'est la loi du web. The show must go on. Par exemple, JavaScript, qui est le langage officiel du web, un programme va continuer à s'exécuter en faisant n'importe quelle idiotie possible et tout est autorisé. Vous pouvez très bien ajouter des choux et des carottes ou multiplier des lapins par des chaînes de caractères. En JavaScript, tout marche, ça va faire quelque chose, toujours. Bon, dans les autres langages, pas. Mais bon, ça obéit à deux logiques qui ont chacune leur raison d'être. The show must go on, parce que vous n'avez pas envie de voir une page web, ça ne se crache pas. Il ne faut pas que ça se crache. Ça peut faire n'importe quoi, mais il ne faut pas que ça se crache, sinon ça fait sale. Un avion, ce n'est pas comme ça. La méthode classique des applis de téléphone, c'est livrer d'abord et corriger après en fonction des retours d'utilisateurs qui disent ça ne marche pas, ça évite de faire les tests soi-même. Ou alors la méthode livrer quand c'est sûr et modifier à coup sûr. Donc site web, avion. Hein. Les deux ont du sens. Hein. Voilà. Mais dans tous les cas, on s'appuie sur sa communauté, ça reste vrai. C'est très social. Alors maintenant, il n'y a pas que la programmation. Il y a beaucoup d'autres choses qui demandent des langages. Il y a l'intention. J'ai envie de faire ça. Comment on exprime ça? Plus ou moins avec nos langages à nous, disons en anglais, en français, enfin c'est plutôt en anglais. Puis après, il faut aller choisir. C'est très gros un programme. Un système d'exploitation comme Linux ou Windows ou macOS, ça fait, à l'heure actuelle, 50 millions de lignes de programme. 50 millions. Si vous les imprimez, vous ne trouverez pas de hangar dans Paris pour mettre les feuilles. Donc personne ne les lira jamais, ces 50 millions. Ce sont des œuvres collectives. Alors il faut une architecture pour ça. Alors on divise en deux l'architecture, quelles sont les grandes masses, les modules, comment ça communique, etc. Et la micro-architecture, c'est comment on fabrique chaque module. Ça, c'est du vocabulaire de circuit. Dans un circuit de téléphone, à l'heure actuelle, vous avez, mettons, 9 milliards de transistors dedans. Ça, c'est les derniers modèles de téléphone. Il y a 9 milliards de transistors. Dedans, il y a plein de morceaux de circuits. Et chacun des circuits est compliqué. Donc, vous avez l'architecture, c'est les gros morceaux, etc. Et la micro-architecture, c'est comment les petits morceaux sont faits. Puis après, il va falloir faire marcher les deux ensemble. En général, ces gens-là ne s'aiment pas dans l'industrie. Comment on spécifie? Comment est-ce qu'on dit formellement maintenant? On est obligé de le dire formellement. Si on ne le dit pas formellement, on ne saura jamais. Qu'est-ce que ça fait? Jean-Raymond Abrial il a fait un séminaire dans mon cours. Il avait dit la RATP l'avait appelé parce que le REA devait être sans conducteur, entièrement par logiciel. Et il a été appelé par la RATP pour vérifier que les programmes écrits correspondaient aux spécifications de la RATP. Une spécification qui disait ce que ça doit faire. Il est revenu au bout de 2 mois en disant « Ma réponse est simple, la RATP n'a jamais écrit la moindre spécification. » D'accord ? Et ensuite, ils ont fait un programme prouvé mathématiquement, et le métro parisien, Météor, la ligne 1, la ligne 14, ont été mis en service sans jamais de test, parce qu'ils ont été prouvés. On fait ça maintenant. Faut vérifier que les spécifications... Alors, les spécifications, c'est un point faible. On n'a pas de bon langage pour faire les spécifications. C'est un des gros points difficiles de l'informatique. La programmation, on a ce qu'il faut, trop, mais on a ce qu'il faut. Valider, il faut tester cette chose-là. Il y a des langages pour fabriquer les tests.
Et il va falloir comparer, il va falloir tester tout ça, puis il va falloir montrer que la validation, c'est bien la validation de l'intention et pas seulement celle des programmes. Donc tout ça, ça a besoin d'une tour de langage dont la partie maîtrisée, c'est celle-là, un peu celle-là, très peu celle-là, et celle-là, ça va. Mais vous voyez, il n'y a pas que des langages de programmation. Bon, toutes ces activités, chacune leur langage, et le problème industriel, c'est que typiquement, ça ne sait pas communiquer entre les couches, et ça fabrique beaucoup d'ennuis. Par exemple, les cartes grises, on sent qu'il y a un problème de communication partout. Alors en plus, il y a deux sortes de langages. Il y a les langages généraux, c'est-à-dire ceux qui sont équivalents à la machine de Turing, qui savent tout faire. C, Camel, il y en a plein, Scala, prenez à peu près n'importe quel langage, il est comme ça. Mais il y a aussi une montagne d'autres langages qu'on appelle spécifiques à des domaines, domaines spécifiques, DSL en anglais, qui savent beaucoup mieux faire certaines choses qui sont dures à faire avec des langages généraux. Exemple, l'analyse de syntaxe. Donc l'analyse de syntaxe, ce n'est pas les machines d'Eilenberg, mais c'est peut-être leurs ancêtres. On a la théorie des automates, la théorie des grammaires formelles, qui est maintenant complètement utilisée. Et c'est très facile de définir la syntaxe d'un langage avec des algorithmes et des langages spécialisés. Le document scientifique, j'en ai parlé. Les mathématiques. Mathematica est un outil extrêmement précieux, par exemple pour Alain Cohn, qui en fait un usage immodéré, pour tout dire, et qui fait des choses qu'on ne pourrait jamais faire à la main, mais qui ne fait pas tout ce que fait une machine. Enfin, il le fait peut-être, mais ce n'est pas pour ça qu'on l'utilise là. Hop. La simulation, par exemple, vous savez que maintenant, un avion est complètement simulé avant le premier vol. Même les constructeurs d'avions veulent certifier l'avion avant le premier vol. Et j'avais demandé à un ingénieur d'Airbus, un aérodynamicien, au premier vol du A380, qui était tout fait avec nos logiciels, donc ça m'intéressait, comment s'est comporté l'avion. Il m'a dit très bien, il est pratiquement conforme au simulateur. D'accord, ce qui est une phrase très intéressante. Donc simuler, c'est une activité extrêmement importante. La musique, eh bien, Antescofo, qui a été présenté ici, en particulier dans le cours de Philippe Manoury l'année dernière, en musique, est un langage de programmation pour les compositeurs qui s'inspire de ce qu'on a fait sur nos langages synchrones, sur STL, etc., et qui permettent de faire des choses tout à fait extraordinaires pour les compositeurs, de synchroniser la musique électronique sur les hommes et pas l'inverse. Avant, on synchronisait les hommes sur la musique informatique, et maintenant c'est l'inverse, c'est-à-dire les hommes jouent et la musique informatique joue selon les hommes, au lieu que ce soit l'inverse. C'est une grande révolution, ça fait appel à un langage très intéressant et à des algorithmes assez fantastiques pour reconnaître, et là la partition, il suit la partition en temps réel, mais alors hyper bien, très dur. La médecine, moi je suis en train de travailler avec des médecins qui ont des problèmes sur les accidents dans les hôpitaux, les accidents d'administration de médicaments. Il y a des protocoles très compliqués, par exemple sur une urgence cardiaque et tout, des protocoles conditionnels qui sont écrits tout à plat, mais pas comme la grammaire de Panini, c'est-à-dire que c'est à plat, mais on ne comprend pas grand-chose en les lisant. Et en fait, nous, on sait qu'on doit pouvoir les rendre beaucoup plus traçables, lisibles et compréhensibles en les traduisant dans des langages informatiques qu'on connaît, qui parlent du temps et des choses comme ça, ceux-là. La modélisation biologique, qui va être bientôt présentée au Collège de France, la modélisation biologique avec le langage Kappa qui permet de décrire les interactions subtiles à l'intérieur des cellules, les réseaux de protéines, les réseaux de... C'est ça qui nous fait vivre. Hein. Ben, ça ne ressemble pas du tout à Fortran, ni à Camel, ni à rien. C'est vraiment d'autres choses encore. L'apprentissage automatique, il y a beaucoup de domaines comme ça. Donc c'est un espace extraordinairement riche. Et il est relié aux mathématiques. Donc je vais vous montrer ici une très grande réalisation qui utilise... la théorie de la logique intuitionniste à travers le système Coq, qui est de Gérard Huette et Thierry Coquan au début, puis après développé en grand à l'INRIA et ailleurs, qui est un système de preuves mathématiques qui unifie complètement la notion d'algorithme et la notion de preuve en mathématiques. Il y a quelque chose qui s'appelle la correspondance de Curie-Howard, qui n'est pas si facile à expliquer, mais qui le sera dans le cours de... C'est le thème du cours de Xavier Leroy, qui fait sa leçon inaugurale ici le 15 novembre, la correspondance de Curie-Howard, qui est la correspondance très étroite entre prouver mathématiquement et calculer, montre que c'est des choses très, très reliées. Coq se sert tout à fait de ça. Et ce qu'a fait Xavier Leroy, c'est montrer, et son équipe, construire un compilateur C. C est le langage de base qui a remplacé les langages machines. Donc, le compilateur C, c'est un objet absolument critique sur le plan industriel et de la recherche.
Il y en a, mettons, une quinzaine sur la Terre. Il y a une équipe américaine qui a fait un système de tests aléatoires. Ils ont généré 1 million de programmes destinés à secouer les compilateurs C. Ils ont trouvé des centaines de bugs dans chacun et 0 dans l'un d'entre eux, qui est CompCert. Pourquoi? Parce qu'il est entièrement prouvé mathématiquement en machine à l'aide de la logique de Coq. Et Coq unifie la logique et la programmation. Et donc, ce compilateur utilise 9 langages intermédiaires dits transformation progressive, et il est complètement prouvé, ce qui intéresse évidemment les gens qui font des systèmes qui ont besoin d'être sûrs. On peut aller plus loin. Il se trouve qu'un de mes anciens étudiants, enfin, si je peux dire que c'est un de mes étudiants, je ne sais pas si ce n'était pas l'inverse, Georges Gontier, qui est un cas, c'est un médaille d'or des Olympiades internationales de maths, a mis en machine un théorème qui est le théorème des 4 couleurs. Le théorème de 4 couleurs dit qu'on peut colorier toute carte en 4 couleurs. Bon, c'est une conjecture de Guthrie en 1852 qui a montré qu'on ne pouvait pas avec 3 et qu'on pouvait avec 5. Donc la conjecture, c'était 4. Ce théorème n'a pas beaucoup d'intérêt mathématique, mais il a un intérêt historique. Il a reçu plein de preuves fausses par des mathématiciens qui ont été tamponnées. Ensuite, on a trouvé des contre-exemples et tout. Et il y a eu une preuve en 1976 par Apple et Haken qui était coupée en deux, un papier de maths qui montrait qu'il suffisait de se réduire à 1329, je crois, cas finis, et l'étude sur ordinateur de ces 1329 cas finis. Et les mathématiciens ont dit, le papier de maths, il n'y a pas de problème, on l'a lu, il est au poil, mais les cas sur ordinateur, on ne peut pas trop y croire, ce n'était pas faux à l'époque. Et donc, ce qu'a fait Gontier, c'est il a lu le papier de maths, il a trouvé que, ben non, c'est lui qu'on ne pouvait pas trop croire, qu'il était franchement approximatif. Il a été obligé de refaire toute la théologie, oui, parce que, par exemple, il utilisait le théorème de Jordan en discret, qui ne marche pas comme ça. Il a été obligé de refaire toute la théorie de la topologie discrète de façon extrêmement astucieuse. Il a pu montrer ce théorème. Et donc, dans le papier de maths, il y avait preuve omise. Il y avait, par exemple, oui, il y avait des choses qui disaient, ça, c'est un truc classique laissé au lecteur. Donc, preuve omise évidente mais longue. Alors, manque de bol, en Coq, ça fait erreur de syntaxe quand on dit ça. Ça ne marche pas. On ne peut pas écrire ça dans un prouveur. Donc ça, c'est l'intérêt. Ça ne remplace pas l'intuition du mathématicien. Ça travaille sur les preuves, pas sur les idées. Attention. Lincoln a été très clair là-dessus et c'est évident. Et puis, un peu plus tard, donc, en 2013, avec une équipe INRIA aussi, ils ont prouvé le théorème de Feit-Thompson, qui était un des théorèmes monstres, comme on les appelait, du XXe siècle, dont la preuve fait 255 pages de maths lourdes en version condensée, et commence par une phrase qui dit « Pour un lecteur entraîné dans le sujet, il faut à peu près 1 an pour la lire sérieusement. » D'accord? Bon, ben maintenant, c'est retour chariot, 2 heures de calcul, et la réponse, c'est « Ouais, c'est juste. » Bon, c'est sur la classification des groupes, je ne vous fais pas le truc. Mais ils en ont bavé, mais c'est quand même la même preuve que les mathématiciens. Ils ont trouvé des erreurs d'impression dans le document, mais pas d'erreurs conceptuelles, ce qui prouve que là, les mathématiciens étaient quand même sérieux. Les hommes arrivent à faire ce genre de choses des fois. Plus récemment, quelque chose de tout à fait extraordinaire, Thomas Hales, un mathématicien américain, a montré comment on range les oranges. Donc ça, c'est très intéressant, c'est la conjecture de Kepler 1611. Comment est-ce qu'il faut ranger les oranges pour en mettre le plus possible dans le moins de place possible? La réponse, c'est comme l'épicier. D'accord? Ce qui est très satisfaisant pour les épiciers. Mais c'est un problème extraordinairement dur, extraordinairement calculatoire, qui ne peut se faire qu'en machine quasiment. Donc il a fait une première preuve en 2003, une preuve gigantesque, qu'il appelait la preuve à 99%. Donc c'était fait avec Mathematica, avec des polynômes gigantesques, des inégalités incroyables qui étaient calculées formellement. Mathematica est un système assez fantastique, mais les matheux disaient pourquoi, comment on croirait Mathematica? Et donc en 2014, il s'était donné 15 ans pour passer à la preuve à 100%, 15 ans pour 1%, il n'y a que les matheux qui font ça. Et là, il a réussi à compléter la preuve avec des systèmes analogues à Coq un peu différents qui s'appellent HOL et Isabelle. Il a réussi à faire ça. Et donc, vous voyez, c'est très poreux. Il y a d'un côté les gens qui font les langages à la Python qui ignorent complètement 50 ans de recherche avant eux, mais qui font des trucs pas idiots du tout, parce que si les gens aiment bien Python, c'est qu'il y a vraiment des bonnes raisons. Et pourtant, ça ignore toute la recherche dans le sujet. Ça, c'est assez exceptionnel.
Et puis, il y a des gens qui font l'inverse, c'est-à-dire qui s'attaquent à des grands problèmes de mathématiques. Et alors, la plus grande preuve connue en mathématiques, avec une mesure bizarre, est arrivée récemment avec Laurent Simon, qui travaille sur le problème du calcul booléen. Le calcul booléen, c'est vous écrivez des formules avec x, y, z, vrai, faux et ou non. C'est le calcul le plus bête de la Terre et le moins connu de tous. On ne sait pas s'il existe des algorithmes pour le résoudre. Si vous trouvez un algorithme pour le résoudre efficacement, vous avez gagné $1 million. C'est un des 7 problèmes de l'Institut Clay pour le millénaire. D'accord ? Et avant, on pensait que ce n'était même pas la peine d'essayer. Maintenant, on a des algorithmes pratiques qui fonctionnent très bien dans les cas des formules écrites par les hommes. On ne sait pas définir cette notion. Ça marche très bien. On peut résoudre des formules avec des nombres de variables gigantesques. C'est très facile de coder un sudoku avec x, y, z et ou non. Résoudre un sudoku, ça prend un temps non mesurable. Donc si vous prenez le sudoku dur du monde, si vous n'y arrivez pas, vous prenez n'importe quel système sur le web de sudoku, faites retour chariot, vous ne voyez pas votre ordinateur calculer, la solution arrive. Ce n'est pas drôle, mais c'est comme ça. Et bien, il y a une conjecture de théorie des nombres, je ne sais pas exactement laquelle, je vais me renseigner dessus, qui a été prouvée en la transformant en un très grand problème booléen qui a été résolu. Donc il a montré que ce problème n'avait pas de solution, ce qui résolvait la conjecture. Et la preuve a été imprimée, c'est une vraie preuve au sens de Gödel, au sens mathématique. Cette preuve fait 20 téraoctets, c'est-à-dire 5 disques les plus gros que vous pouvez acheter à l'heure actuelle. Donc c'est un non-sens au point de vue humain, mais c'est juste vrai. Et la preuve est très facile à vérifier, hein, avec des règles ultra simples. Donc on s'amuse bien aussi dans les langages de programmation. On ne fait pas que faire voler des avions ou faire des programmes faux pour mettre des applications sur le web. Conclusion, voilà, domaine riche, foisonnant et créatif, des approches très foisonnantes avec des tas de gens complètement différents, c'est assez rigolo ça, qui vont du pur pragmatisme au maths de la programmation, des tas de champs d'application, importance de l'outillage, et il y a 2 phrases que vous pourrez oublier immédiatement, j'espère. La première, c'est une phrase que j'ai beaucoup entendue sur les langages de programmation, c'est quand on en connaît un, on les connaît tous. J'ai entendu ça très souvent, donc ça, vous laissez tomber une fois pour toutes. Et la deuxième, qu'on entend beaucoup en ce moment, c'est pour connaître l'informatique, il suffit d'apprendre à coder. Ça, c'est l'instance journalistique actuelle de l'informatique. Il faut aller coder. Bon, alors, pas savoir coder, ça interdit un peu d'apprendre l'informatique, encore qu'il y a des tas de gens qui font des trucs fantastiques sans savoir coder. Mais savoir coder, c'est à peu près équivalent à avoir compris les mathématiques dans leur ensemble et savoir calculer. Donc, il faut savoir calculer, il faut savoir coder, mais ça ne suffit pas et de très loin. Merci.